la parole à Angela Mello. Vous êtes directrice de la division éthique, jeunesse et sport de l'UNESCO. Et avec le développement du jeu en ligne et notamment des paris sportifs en ligne, une réponse internationale, on l'a vu, est nécessaire. Donc comment est-ce que l'UNESCO, si l'UNESCO entend répondre à cette question, comment est-ce que vous souhaitez procéder? Merci. Oui, merci beaucoup. J'aimerais d'abord dire rebonjour à toutes les participants et participantes ici présentes. J'aimerais aussi remercier la présence du ministre parce que j'ai entendu dire que la France est en train de à mettre toutes les mesures en vue de ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la manipulation des compétitions sportives. Donc c'est un pas en avant. Et en disant cela, j'aimerais tout d'abord remercier le président de l'ARGL, M. Charles Copoloni, pour son invitation à intervenir sur cette table ronde consacrée à l'intégrité du jeu. Et je dirais plus large, l'intégrité du sport. L'UNESCO n'a pas une compétence spécifique sur ce domaine, mais sa compétence large le permet de se prononcer sur la réglementation de cette activité qui, comme vous l'avez entendu, lors de tables rondes qui sont déroulées ici, porte atteinte à l'intégrité et aux valeurs du sport. Avant de vous répondre, j'aimerais me pencher sur deux questions. La troisième, ça sera les solutions proposées par l'UNESCO dans le domaine de réglementation internationale sur cette matière. La première, c'est de brosser un petit peu l'activité de l'UNESCO ou le rôle de l'UNESCO au niveau du sport. La deuxième, c'est d'effectuer un état de lieu des réglementations internationales en matière de manipulation des compétitions sportives. Et après, comme je dis tout à l'heure, je répondrai à votre question. Donc, en ce qui concerne le rôle de l'UNESCO en matière du sport, la feuille de route des politiques sportives tracée par l'UNESCO se déroule au niveau de conférence des ministres du sport. Nous avons organisé 5 MINEPS et vous allez voir le rôle assez important et déterminant de MINEPS. Le MINEPS 1, c'est celui qui a donné mandat à l'UNESCO d'élaborer la charte internationale sur l'activité physique, éducation physique, activité physique et le sport. Cette charte a été adoptée en 1978. Elle a été révisée ponctuellement, mais en ce moment, elle va être révisée par la conférence générale qui aura lieu au mois de novembre. Donc, cette charte, c'est vraiment une charte qui prend des mesures, des dispositions programmatiques, et n'importe quel État membre peut mener un article, seulement un article peut mettre en place dans son pays cette disposition, et d'une façon plus originale, bien sûr. Par exemple, la charte, l'article plus long, c'est l'article 10, qui parle justement sur la sauvegarde et la promotion d'intégrité et les valeurs éthiques de l'éducation physique, l'activité physique et du sport. Et là, vous allez voir toutes les dispositions, toutes les demandes d'appel, d'encouragement que la charte fait au niveau des États membres de l'UNESCO. Cette MINEPS 1 a aussi créé un comité intergouvernemental en matière de sport qui est composé par 18 membres de l'UNESCO et d'experts en matière d'éducation physique et du sport. Et sa fonction primaire, c'est de promouvoir des valeurs du sport et les inclure dans les politiques sportives. Et c'est aussi un mécanisme opérationnel des politiques publiques en matière de sport au niveau de l'UNESCO. Donc, sur le deuxième MINEPS 2, là, vraiment, les choses ne sont pas passées vraiment d'une façon plus concrète parce que le MINEPS 2 s'est déroulé dans un contexte de la guerre froide. Donc, les États ils souhaiteront plutôt demander les États membres de renforcer la coopération. Et il a aussi lancé une réflexion sur le dopage et le mouvement de jeunesse. Donc, c'est plutôt, il n'y a pas vraiment eu un grand impact, un grand écho par rapport en tant que résultat du MINEPS 2. Le MINEPS 3 s'est déroulé à Ponta del Este, à Uruguay, en 1999, et le MINEPS 4, c'était à Athènes, en Grèce. Et là, les États ont pris une décision de demander à l'UNESCO de rédiger un texte sur
contre le dopage dans le sport. Et vous allez voir qu'après, on a vraiment rédigé une convention internationale contre le dopage dans le sport et qui a été en vigueur en 2005. Et ce texte a une portée universelle dans ce domaine. Le MINEPS 5, c'est le MINEPS maintenant qui est connu dans les moyens sportifs parce que il a eu une déclaration de Berlin où, voilà justement, il y a un engagement qu'on appelle la commission sur la préservation des compétitions sportives et toutes les mesures que les États membres de l'UNESCO doivent mettre en place pour lutter contre toutes les formes de manipulation sportive. Donc voilà les 3 cadres, soit normatifs, soit politiques, sur lesquels l'UNESCO met en place ses activités. Alors, j'entre sur le point 2, c'est la réglementation internationale en matière de lutte contre la manipulation des compétitions sportives. Je vais juste vous mettre en lumière la question, la définition du acte de manipulation des compétitions sportives. Unique dispositif normatif au niveau, moi je dirais régional, je ne dirais pas international, comme j'ai entendu dire, mais je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire que la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives définit qu'est-ce que c'est un acte de manipulation de compétitions sportives. Mais c'est une définition large, comme vous voyez sur l'écran, je crois. Voilà. Et il faut dire qu'au niveau des travaux préparatoires, ils ont vraiment regardé sur la typologie des actes de manipulation sportive. Ce que le ministre a dit est très important parce qu'il faut quand même, si on va pénaliser quelqu'un, il faut quand même avoir une typologie de quoi on parle, qu'est-ce que c'est, quel est l'acte concret qui est sanctionné. Pour les juristes, ça, c'est très important. Et c'est vrai aussi qu'on aurait une liste où tous les actes seront dressés sur une feuille de papier pour que tout le monde sache de quoi on parle. Je vais entrer justement concrètement sur le deuxième point, sur les réglementations qui existent au niveau national, régional et international en matière de manipulation des compétitions sportives et quels sont les constats que l'on a pu faire. Le premier constat, c'est qu'il n'y a pas une réglementation internationale dans ce domaine qui encadre justement les manipulations de compétitions sportives. Il y a une réglementation régionale, puisqu'on parle seulement de l'Europe, c'est-à-dire il y a le Conseil de l'Europe qui a mis en place, qui a adopté cette convention régionale sur la lutte contre la manipulation de compétitions sportives. Et je dis maintenant, je justifie pourquoi je dis régional, parce que malgré le fait que cette convention a une portée, a une vocation à une portée internationale, puisqu'il y a un dispositif qui dit bon, la convention est ouverte à la ratification de tous les États membres, mais vu la nature du Conseil d'Europe, je pense qu'on parle d'un cadre régional. Mais c'est déjà un grand pas en avance parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'on ait cette mesure harmonisée au niveau de manipulation des compétitions sportives. Et puisque on parle de manipulation, le pari sportif aussi pose des questions sur que peut aussi porter atteinte et on peut utiliser ces moyens pour lutter contre les paris illégaux et les fraudes au niveau des jeux en ligne. Le troisième constat, c'est qu'il n'existe pas une hétérogénéité des législations au niveau national. On a entendu la France qui a une législation, mais bon, c'est une législation qui ouvre à la concurrence des paris sportifs. Mais on va à droite, la Belgique, toute la région européenne, il n'y a pas une homogénéité et puis ça empêche, d'où ma question que je posais, est-ce qu'il y a une coordination, est-ce qu'il y a une harmonisation, est-ce qu'il y a une politique cohérente pour combattre les manipulations de compétitions sportives, que c'est la tricherie, le manque de sincérité et tout ce qu'on peut entendre dire là-dessus. Cependant, malgré qu'on n'a pas une réglementation internationale au niveau de manipulation de compétitions sportives, certains actes sont aussi réglementés, certains actes, je dis, au niveau international, puisque puissent attendre ces actes entachent l'intégrité du sport. Je parle de dopage,
donc, qui entache gravement l'intégrité du sport. Et là, UNESCO, vous savez qu'UNESCO, c'est une maison d'éthique, hein? Je parle comme ça, c'est une maison d'éthique. Donc, tout ce que pose les enjeux au niveau de l'éthique, au niveau de la morale, l'UNESCO essaye d'intervenir. Et justement, pour le dopage, l'UNESCO a décidé qu'il faut intervenir, il faut justement avoir un cadre réglementaire international pour combattre contre le dopage. Donc, on a cette convention internationale. En ce moment, elle a été ratifiée par 182 États membres de l'UNESCO. C'est la deuxième convention plus ratifiée. Maintenant, il faut voir comment on met en place cette convention. Cette convention a un système de suivi, mais c'est une auto-évaluation. Le suivi est fait par les États eux-mêmes. Et à chaque réunion de conférence des parties, les États rendent compte de la mise en application de cette convention. D'ailleurs, nous sommes en train d'organiser la conférence des parties demain. Donc, on aura 2 jours de discussion sur, justement, la convention antidopage. Maintenant, cette convention, c'est important de dire aussi que cette convention demande aux États membres d'appliquer le code antidopage de AMA, Agence mondiale d'antidopage. Il y a une application automatique au niveau des États membres de l'UNESCO par rapport à ce code antidopage. Donc, maintenant, au niveau national, les États transposent toutes les dispositions du code AMA et essayent d'appliquer normalement, ce qui se passe, c'est les États essayent mener une politique antidopage, mais que nous sommes dans un état primaire peut-être, parce qu'en ce moment, nous sommes en train d'évaluer ce qui a été mis en place par les États membres. On va discuter lors de cette réunion qui commencera demain, mais on va voir, tout va être évalué et discuté, et les mesures seront prises par les États membres qui sont souverains dans ce domaine. Maintenant, j'aimerais dire aussi 2 mots sur, puisque cet acte de manipulation de compétition sportive touche aussi à la corruption, comme vous avez dit tout à l'heure, et à la criminalité transnationale organisée. Donc, on peut utiliser les 2 cadres internationaux, cadres normatifs internationaux des Nations Unies, qui ont été adoptés en 2004 contre la corruption et contre le crime transnational organisé. Mais c'est vrai que c'est aussi général, mais c'est un moyen aussi qu'on peut utiliser pour lutter contre cette fléau. Paradoxalement, j'ai entendu dire qu'à Singapour, il y a un réseau très fort sur manipulation de compétitions sportives, mais on a aussi l'information que Singapour a une législation sur la corruption sportive. Donc c'est un paradoxe, mais voilà comment les choses se passent. On essaye de régler et il y en a d'autres qui essayent de détourner. Donc voilà, je me tourne vers votre question, dernière question. Je vais être très bref parce que je vais le lire. D'abord, l'UNESCO tient à soutenir la Convention du Conseil d'Europe sur la manipulation de compétitions sportives. Il faut la soutenir. Ensuite, il faut avoir des mesures de sensibilisation et que visent les décideurs politiques, puisque pour montrer les risques et les mesures qu'ils doivent prendre afin de régler contre ce fléau. Et puis, c'est vrai qu'il faut avoir une action concertée de l'ensemble des parties prenantes. Parce que nous sommes tous ici, mais je vois que on travaille, mais il faut quand même qu'on travaille comme une sorte de mouvement en vue de combattre les actes de manifestation de compétition sportive. Troisième point, c'est d'identifier des principes et des standards internationaux. Par exemple, les bonnes pratiques, les outils. Et enfin, je pense qu'il faut quand même avoir un panorama de ce qui se passe et essayer de connaître les écueils et apporter une réponse appropriée. La 4e solution aux propositions de l'UNESCO, c'est de renforcer ce qui existe en ce moment. D'abord, l'UNESCO travaille avec le Conseil d'Europe et va travailler avec les Nations Unies sur la prévention, les échanges et le dialogue. En ce qui concerne les échanges d'informations,
pour les juristes et pour les gens qui travaillent dans ce domaine, il y a un problème de données privées. Donc là, il faut faire attention. Mais je pense qu'il y a des informations qu'on peut aussi partager. Nous sommes en train aussi de travailler avec le Conseil d'Europe et l'Université de Sorbonne sur un manuel sur l'échange d'informations. Donc peut-être là, ça serait un peu une petite solution. Et ce projet est financé par un centre international de sécurité sportive. Et il faut que cette coopération internationale soit étendue à tous les niveaux, régional, national, de façon horizontale, verticale, et y compris les autorités privées et publiques. La 5e proposition, c'est de réfléchir en matière de whistleblowing. Ça veut dire que, voilà, ça veut dire qu'il faut avoir un cadre sécurisé pour les donneurs d'alerte, pour que ce soit sécurisé par rapport à toutes les informations qui portent aux institutions nationales, régionales ou internationales, qui ne sont pas soucieux de représailles. Et aussi, il y a un problème de bonne gestion des informations qu'on reçoit. Est-ce qu'on traite ces informations ou pas? Et pour finaliser, il faut penser sur la gouvernance du sport. Aller au-delà c'est-à-dire ne pas travailler par bits and pieces, mais aller vers comment gérer tout ça. Bien sûr que le principe d'autonomie du sport se pose. On va préserver ce principe. Il y a le principe de complémentarité qu'on peut voir ensemble, comment faire l'équilibre entre ces deux principes. Et pour aller au-delà, sinon, je ne vois pas comment protéger l'intégrité du sport. Merci beaucoup de votre attention. Merci.